Donc, on a le plaisir d'inaugurer avec Stein comme co-modérateur, Stein Silva, donc, qui travaille au CHU de Toulouse, et moi-même, donc Romain Sonneville, je travaille à Bichat en réanimation à Paris, d'inaugurer ces conférences du soir de webinar avec le professeur Tarek Charchar, donc, qui est chef de pôle à l'hôpital Sainte-Anne du département des neurosciences, et qui a donc très gentiment accepté l'invitation de parler autour du coma et de l'anatomie fonctionnelle. Donc, c'est un cours extrêmement important. Et donc, Tarek, je ne sais pas si tu peux partager tes diapositives, je vais te laisser Mais le. non, parce qu'il faut m'autoriser. Alors, c'est Stein qui est le host, donc je pense qu'il va pouvoir. Salut Tarek. Alors, Salut, Stan. la photo des hosts. Attends, j'arrive. Donc, parce que j'ai deux romans Sonville qui s'affichent. Ah, oui, parce que. Oui, et je n'ai pas Tarek. Attends, je vais m'occuper de Tarek. Tarek, il doit avoir mon lien. Là, Il a c'est mon bon. lien, c'est pour Et ça. là, normalement, ça doit être bon, Tarek. Oui. Là, il y a des diapos qui arrivent et je crois que c'est toi. C'est parfait. Alors, très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Alors, c'est vrai que le cours consiste à vous décrire l'anatomie fonctionnelle qui pourrait être expliquée en fin de compte les troubles de la conscience et l'examen clinique. En fin de compte, je me permettrai de surtout me focaliser sur l'examen clinique et d'être un peu plus rapide sur l'anatomie fonctionnelle, mais j'essaie d'agrémenter ma présentation de cas clinique, alors, qui permettra de refaire un point sur l'anatomie fonctionnelle ou sur les causes potentielles de coma, et puis de réfléchir avec vous comment examiner au mieux un patient et comment avoir une approche aussi diagnostique. Alors, bien sûr, les troubles de la conscience ou le coma se définissent par un trouble de la vigilance et un trouble de la conscience. Le trouble de la vigilance est bien sûr soutenu, du moins est en rapport avec des anomalies fonctionnelles ou structurelles des circuits de la vigilance. Alors, c'est surtout la substance réticulaire activatrice qui est située dans le tronc cérébral avec des relais anatomiques. Vous verrez qu'il y a 2 ou 3 circuits comme ça de la vigilance intracérébrale. Voilà, donc ça, c'est une condition nécessaire. Pour être conscient, il faut être vigilant. On dit que la vigilance est une sorte d'interrupteur à la conscience. Et puis, il y a la conscience, ou awareness en anglais. Et donc là, c'est plutôt en rapport avec des connexions longue distance, pariéto-frontales, voilà, avec une amplification des réseaux de l'attention. Alors, c'est une amplification attentionnelle qui est importante. Et voilà, et donc c'est une sorte de traitement de signal par ces voies longue distance, et sans doute avec un effet de boucle, c'est-à-dire que le traitement va les régions pariétales vers les régions frontales, et puis avec un retour. Et ça, c'est très important. Donc, voici les principaux circuits de la vigilance, comme je vous le disais, qui impliquent essentiellement la substance réticulaire activatrice avec ce relais thalamique. Voilà, donc c'est la voie ici définie en bleu. Mais il y a d'autres voies qui peuvent court-circuiter les voies thalamiques, qui peuvent mettre en jeu l'hypothalamus notamment, et qui vous est indiqué en rouge. Voilà, l'état de conscience donc, va dépendre de cette activation par les circuits de la vigilance. Comme je vous l'ai dit, le système réticulaire activateur ascendant, le relais thalamique important, et puis il y a ce qu'on appelle l'accès conscient ou la gestion du contenu conscient, et qui dépend de réseaux, quand je vous dis longue distance, voilà, de réseaux corticothalamiques. Il y a eu aussi ce concept
d'espace de travail qui avait été développé par l'équipe de Stanislas Dehaene et Lionel Nakache, qui avec ce sous-atome anatomique que je vous ai rapidement décrit, le concept de neurosciences qui expliquerait la conscience. Alors maintenant, on va quitter un peu cette anatomie fonctionnelle très rapidement, puis je pense que Stein pourra apporter des visions, la neuroscience de la conscience, mais sur le plan clinique, ce qui est un peu l'objet de ce cours, voilà, quels sont les différents troubles de la conscience que l'on peut rencontrer chez les patients. Alors bien sûr, il y a le coma, et comme je vous l'ai dit, il y a un trouble de la vigilance et de la conscience, et donc ça c'est un premier point. Bien sûr, on pourrait dire qu'un coma pharmacologiquement induit, notamment par l'anesthésie, se caractérise aussi par un trouble de la vigilance et de la conscience. Alors, on ne parlera pas du sommeil, voilà, qui est parfois, bien sûr, se caractérise par à la fois un trouble de la vigilance et de la conscience, mais à la différence du coma, le patient est réveillable quand on dort. Et puis, il y a des états très particuliers dans le sommeil, notamment le sommeil paradoxal, qui sont peut-être un état de conscience très particulier où les réseaux de la conscience sont fonctionnels, ne sont pas éteints, sont actifs, mais coupés dans l'environnement extérieur. Et puis, vous avez une autre situation que vous connaissez, qu'on appelle les états végétatifs, qui est un patient dans le coma peut évoluer vers un état végétatif. Et là, ça se caractérise par une récupération d'une vigilance, voire d'une veille sommeil, mais avec la persistance de troubles de la conscience. Et puis, il y a un stade ultérieur qu'on appelle les états de conscience minimale, où, de façon un peu schématique, il peut avoir des bribes de récupération de la conscience avec, par exemple, une poursuite oculaire, une orientation regard, parfois quelques éléments de langage, voilà, qui témoignent à un niveau d'intégration possible et de traitement, l'intégration d'un certain nombre d'informations. Bien sûr, on n'est pas dans une conscience intégrateur. Alors, sur ce schéma, on parle du Lockheed syndrome, c'est tout sauf un trouble de la conscience, sauf que ça peut mimer un trouble de la conscience, puisque le patient est dans l'incapacité de s'exprimer. Et vous voyez que quand on parle de conscience, on parle de reportabilité, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer en interaction avec le patient, c'est-à-dire qu'il peut répondre à vos ordres, comprendre ce que vous lui dites, et c'est souvent par sa réponse à des ordres simples et de plus en plus élaborés. C'est comme ça que vous dites qu'un patient est conscient, et s'il n'y a pas de reportabilité, c'est là où on peut être en défaut d'établir un état si le patient est conscient ou non, et l'examen clinique peut être mis en défaut et on doit passer par d'autres tests. On pourrait penser à l'imagerie fonctionnelle, par exemple. Donc, juste cette taxonomie, donc le Lockheed syndrome n'est pas un trouble de conscience, c'est tout le contraire. C'est vraiment le piège, et on peut considérer qu'un patient est dans le coma alors qu'il ne l'est pas, parce qu'il est simplement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer. L'autre point aussi qui n'est pas noté dans cette diapositive qui est assez ancienne, c'est ce qu'on appelle les états de dissociation cognitivo-motrice, où les patients sont en capacité d'intégrer, mais ne peuvent pas répondre. Alors, ce n'est pas l'équivalent du Lockheed syndrome dans le sens où ce n'est pas lié à une anomalie structurelle, c'est souvent un état fonctionnel et potentiellement réversible, et on peut le mettre en évidence par des tests neurophysiologiques. Par exemple, ce qui a été montré récemment par l'équipe de Yann Classens et de Benjamin Rouault, si vous faites un électroencéphalogramme à des patients qui ont des troubles de la conscience, voilà, vous allez leur demander de faire de répondre d'exécuter un geste. Ils sont incapables sur le plan moteur de l'exécuter, mais vous voyez que sur l'électroencéphalogramme, il y a eu une activation. Voilà, et ces patients qui ont cette activation, mais sans pouvoir exécuter le geste moteur, ont un meilleur pronostic. Et c'est là où on parle de dissociation cognitivo-motrice. Voilà. Alors, une autre façon de présenter le rapport conscience et vigilance,
Voilà, donc vous avez d'un côté le coma, absence de vigilance et absence de conscience. Vous avez la récupération de la vigilance, mais sans conscience, c'est l'état végétatif. Donc c'est un patient éveillé, mais pour lequel vous n'avez aucune interaction. Il peut avoir respiré seul, il peut être autonome sur le plan respiratoire, par exemple, il peut avoir même quelques mouvements automatiques, mais il n'y a aucune interaction. Puis il y a l'état de conscience minimale, comme je vous l'ai décrit, voilà, avec des bribes de conscience. Et donc, il y a distinguer ces états végétatifs, ces états de conscience minimale nécessitent souvent un examen clinique approfondi à l'aide d'échelles adaptées. Et l'échelle la plus souvent utilisée est celle qu'on appelle la CRSR, c'est-à-dire la Coma Recovery Scale, c'est-à-dire l'échelle de récupération des comas, voilà, qui permet d'étudier un certain nombre de fonctions, de les graduer et de pouvoir distinguer un patient en état végétatif d'un état de conscience minimale. Et vous verrez que ça a une certaine importance. Un patient en état de conscience minimale est plus à même d'évoluer favorablement qu'un patient en état végétatif. Tout dépend bien sûr à quel moment vous vous situez de l'histoire, de l'étiologie, etc. Et puis, on parle de conscience normale, mais conscience normale ne veut pas dire que le patient n'a pas des séquelles cognitives. Il peut avoir des troubles de la concentration, des troubles attentionnels, des troubles physiques. Il peut avoir des séquelles de l'agression cérébrale. Mais en revanche, il est conscient, c'est-à-dire qu'il est capable de pouvoir intégrer et essayer de répondre avec les moyens qui sont les siens à des et communique. Et puis, vous avez d'autres états confusionnels, alors souvent décrits comme anglo-saxons, pour nos collègues anglo-saxons. Le syndrome confusionnel est un trouble de la conscience. Il se caractérise par une fluctuation de la vigilance, par des troubles, une désorientation temporo-spatiale, des troubles de la concentration, de l'attention et du jugement, parfois associés à des troubles aussi du langage, à des hallucinations visuelles auditives, parfois à des mouvements moteurs un peu anormaux. Ça peut être associé à une agitation ou non. Voilà, vous verrez vous aurez sans doute un cours sur le syndrome confusionnel acquis en réanimation. Alors, ce syndrome confusionnel est en rapport avec une pathologie organique et qui peut être un sevrage médicamenteux ou une intoxication médicamenteuse, etc. Souvent, ça a des étiologies communes au coma. Vous verrez aussi qu'on parle de stupeur, de léthargie, d'obnubilation, de somnolence. Ce n'est pas toujours très clairement défini. Voilà, voilà, et c'est souvent des termes qu'on utilise de moins en moins. Par exemple, l'omnibulation, c'est une réponse correcte mais lente à des stimulations complexes, avec une certaine fatigabilité, des difficultés de la concentration. La confusion, je vous l'ai décrit. La stupeur, c'est des réactions seulement à des stimuli extéroréceptifs simples. Le patient a les yeux ouverts ou arrive à les ouvrir. Et puis, on a déjà parlé du coma. Mais vous voyez, ces termes d'omnibulation et de stupeur ne sont pas toujours entendables par tous. Ce n'est pas toujours, du moins. Ils n'ont pas toujours une définition claire et compréhensible par tout le monde. Vous verrez dans des vieilles classifications qu'on parlait de coma vigile, coma réactif et coma réactif. Ceci n'a plus réellement d'intérêt. Alors, autre façon aussi de présenter toujours cette même taxonomie, voilà, avec pour ce qui est des syndromes confusionnels, de l'obnubilation de la stupeur. On pourra en reparler tout à l'heure. Alors, bien sûr, là, je vous ai décrit ces troubles de la conscience. Donc, vous voyez qu'il y a deux paramètres clés, la vigilance et la conscience. La vigilance conditionnant la conscience, les différents niveaux de conscience. Et bien sûr, l'autre taxonomie, l'autre paramètre à prendre en compte, c'est si on est plutôt dans les états aigus ou dans les états chroniques. Voilà, les états végétatifs que je vous ai décrits ou de conscience minimale sont des états plus ou moins chroniques. Voilà, on pourra en revenir là-dessus parce qu'on peut tout à fait transitoirement passer par un état végétatif ou de conscience minimale, mais dans les situations cliniques, c'est souvent des situations
chronique. On en parlera tout à l'heure. Alors, pourquoi s'intéresser au coma et aux troubles de la conscience? Parce que, bien sûr, c'est une urgence, et c'est une urgence à la fois diagnostique et potentiellement thérapeutique. Diagnostic parce que le pronostic vital est en jeu, puis bien sûr, le risque, c'est des séquelles neurologiques. Le patient ne peut jamais récupérer un état de vigilance et donc une conscience, ou peut évoluer, comme vous le verrez, vers ces états végétatifs ou de conscience minimale, ou avoir des séquelles cognitives et fonctionnelles absolument marquées. Donc, si c'est une urgence donc étio-diagnostique, il faut savoir si ou non le patient est dans le coma. Donc, il faut une définition opérationnelle qui vous permette de reconnaître un patient dans le coma. Et puis, étiologique, parce que il faut savoir en connaître la cause pour pouvoir la traiter. Bien sûr, quand on parle d'urgence thérapeutique, elle est à la fois spécifique et symptomatique, et ça, vous le savez, c'est pour toute pathologie. Donc là, on l'a déjà dit, les différentes évolutions possibles d'un patient dans le coma. Il peut évoluer vers un état de mort. Si vous prenez par exemple le cas d'un coma post-anoxique, après arrêt cardiaque, il peut évoluer vers un état de mort cérébral. C'est une définition médico-légale qui va peut-être permettre de réaliser des prélèvements d'organes. Il y a le coma dit persistant, mais plus souvent à un moment se pose la question de la limitation thérapeutique, si on pense que ces patients ne vont jamais se réveiller. Et il y a plus ou moins, en fonction de l'étiologie, mais si on est dans un coma post-anoxique, des tests qui nous permettent de dire que le patient ne se réveillera pas. Il y a les états végétatifs que je vous ai décrits, les états de conscience minimale, et puis les séquelles majeures, et bien sûr la récupération complète. Alors, est-ce que c'est fréquent? Bien sûr, vous destinez à la réanimation, donc vous serez amené à prendre en charge des patients qui ont des troubles de la conscience, et à fortiori des patients dans le coma. Voilà, c'est un grand fait. Le coma est une des grandes causes d'admission en réanimation. Voilà. Et l'on sait que c'est une pathologie grave parce que elle est associée à une surmortalité, et puis elle est associée, pour nos réanimateurs, à des durées de ventilation mécanique prolongées, à des durées de séjour prolongées. Tout dépend bien sûr de la cause et de la sévérité du coma. Et vous verrez que le coma est quand même un paramètre qui est beaucoup intégré dans tous les scores de sévérité des patients de réanimation, et c'est sans doute celui qui rapporte le plus de points dans ces scores. Voilà, par exemple, si l'on regarde le poids du coma dans la prédiction de la mortalité chez les patients en réanimation, vous voyez que c'est un autre ratio absolument élevé, et beaucoup plus élevé que simplement l'état de choc. Donc, c'est un déterminant majeur. Bien sûr, tout dépend de l'étiologie. Un coma sur une intoxication en benzodiazépine, si tout se passe bien, est rapidement réversible et l'évolution est favorable. Bien sûr, il en est complètement différent. Ce n'est pas du tout le même cas pour un coma post-anoxique où le risque est bien sûr que le patient ne se réveille pas et évolue peut-être vers un état de mort cérébrale. Donc l'approche clinique, elle est très canonique et il faut la connaître. Normalement, on ne doit pas passer des heures à faire le diagnostic d'un bilan, le diagnostic de coma et passer des heures à débuter une enquête étiologique. Donc vous devez être très opérationnel et très simple. Et donc, qu'est-ce que l'examen de patient dans le coma? La première chose, c'est toujours de comprendre les circonstances de survenue d'un coma. Et donc, c'est l'interrogatoire de l'entourage, c'est l'anamnèse qui vous permettra de récupérer, d'appréhender les circonstances de survenue, les antécédents du patient, bien sûr. Il vous sera important toujours d'intégrer le coma de ne pas dire que c'est purement neuro, mais de savoir faire et conduire un examen général qui pourra vous orienter vers certaines étiologies. Par exemple, un purpura, imaginez quel diagnostic vous pouvez évoquer. Et puis après, il y a l'évaluation du trouble de la conscience et de la vigilance, la profondeur, si vous voulez, du coma. Et puis, de manière systématique, il faudra rechercher un syndrome méningé, déterminer les réponses maîtrises, l'examen du tronc cérébral qui est important, et puis aussi l'examen de la respiration. Tout ça est codifié dans des scores que je vous décrirai rapidement. Et puis, au terme de cette enquête, vous aurez fait le diagnostic de coma cliniquement, et vous pourrez plus ou moins évoquer s'il y a une atteinte structurelle ou fonctionnelle et définir les examens
cliniques que vous allez réaliser. Voilà. Et bien sûr, la conduite de cet examen vous permet aussi de mener votre prise en charge symptomatique. Alors, l'interrogatoire et l'anamnèse, c'est important. Voilà, on pourrait vous réciter à l'envi différentes circonstances de survenue. Voilà, le patient que vous retrouvez dans sa douche effondré dans le coma avec le canari qui est mort et puis le conjoint qui a des maux de tête et vomit. Vous pouvez évoquer bien sûr une intoxication au monoxyde de carbone. Voilà, ça vous le connaissez déjà et puis vous l'apprendrez au cours de votre cursus d'interne. Voilà, et puis l'analyse des antécédents, c'est très important. Le patient diabétique, on peut penser à toutes les causes de coma chez un diabétique, chez un éthylique, chez un épileptique. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie de l'information médicale dont vous avez bénéficié. Alors, la seule chose dans ces terrains-là, faites attention, et je le répète, c'est qu'un train peut cacher un autre. Oui, un patient éthylique peut s'arrêter de boire et faire un syndrome confusionnel grave et puis vers un coma, mais il y a peut-être une explication, il y a peut-être aussi il y a peut-être un hématome extradural parce qu'il est tombé, qu'il était sevré et qu'il y a une autre cause à son coma ou une cause associée. Donc, il faut toujours savoir évoquer différentes étiologies, surtout sur des terrains aussi compliqués que des patients éthyliques ou diabétiques ou épileptiques, etc. L'examen général, oui, est important. Les paramètres vitaux, indéniablement, le coma a un retentissement, les troubles de la conscience sévère tels que le coma ont des retentissements sur la fonction vitale et avant tout, bien sûr, respiratoire avec le risque d'inhalation et d'arrêt aussi respiratoire, mais ça peut avoir des conséquences internes hémodynamiques, etc. Voilà, mais aussi certains éléments de l'examen général peuvent vous orienter vers une étiologie du coma. Vous faites systématiquement une glycémie, vous le savez, vous recherchez toujours des signes de traumatisme crânien qui peuvent être associés, ça ne peut pas être la cause du coma, mais ça peut être une complication, le patient fait un état mal épileptique, une crise d'épilepsie, vous le retrouvez dans le coma et il a eu aussi un traumatisme crânien secondaire à sa crise d'épilepsie, c'est un classique. Bien sûr, la température, hypothermie, hyperthermie, vous savez, se conduit à tenir devant tout trouble neurologique central dans un contexte d'hyperthermie ou d'hypothermie. Vous devez évoquer des hypothèses, bien sûr, infectieuses. On ne va pas les citer toutes ici. Voilà, et puis parfois des causes toxiques ou métaboliques. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, faites attention aux trains qui peuvent aux étiologies associées. C'est vraiment important, là, je le répète, sur le terrain éthylique, ça peut être le sevrage, ici le traumatisme crânien avec l'hématome sous-dural ou extradural, voilà, les carences aussi vitaminiques, etc. Donc, tout ça est à prendre en compte. Et quand un patient arrête son traitement, arrête de boire, c'est qu'il y a peut-être parfois quelque chose de sous-jacent, de grave, voilà, et donc il faudra faire le diagnostic. Les signes généraux, je vous les ai dit, voilà comment une hyperthermie, une hypothermie peut vous orienter vers certaines étiologies, comment une hypertension peut vous orienter aussi vers certaines étiologies, notamment toxiques, voilà, mais aussi une encéphalopathie hypertensive qui va conduire jusqu'à entraîner ce qu'on appelle un PRES à l'IRM, est une cause de coma. Donc, voilà. L'hypotension, qui peut être simplement l'évolution d'un coma, le retentissement d'un dysfonctionnement cérébral sur le contrôle hémodynamique, mais bien sûr, l'hypotension peut concourir à la souffrance cérébrale, elle peut vous orienter vers certaines étiologies. Il y a la même chose à la détresse respiratoire. Alors, plus souvent, le coma, c'est un patient qui les troubles respiratoires sont plutôt une hypoventilation, une diminution de l'amplitude thoracique, voire jusqu'à l'arrêt respiratoire, mais parfois vous avez des tableaux plus bruyants qui peuvent vous orienter vers certaines étiologies. Alors, je ne vais pas vous l'apprendre, il a fallu
quand on parle de coma, de troubles de la vigilance et de la conscience, il faut pouvoir les évaluer et avoir une évaluation rapide et que tout le monde comprend. Et bien sûr, c'est le score de Glasgow qui a remporté la mise. On parle tout score de Glasgow. Voilà, donc vous en connaissez les principes, les 3 items et la cotation. Ce qui est important, c'est qu'il faut donner des réponses pour chacun des IPM de manière individuelle. Voilà, pas le score dans sa globalité. Et puis, faites attention, voilà, ce score, on dit souvent qu'un patient est dans le coma quand le score est inférieur à 8, mais faites attention, parfois vous avez des scores bas, alors 8 ou un peu plus, qui ne peuvent pas toujours révéler un trouble de la conscience, mais être lié à autre chose. Donc, ne prenez pas un patient aphasique, notamment mutique pour un patient dans le coma. Voilà. Donc, ça, c'est un bon examen clinique. Et le problème qu'on a reproché, alors le score de Glasgow, tout le monde l'utilise, tout le monde sait l'utiliser. Moi, je trouve que c'est un score qui est très bien, mais qui est limité. Il évalue, en fin de compte, la vigilance, le bon examen des réponses motrices, de pouvoir tester des signes, de mettre en évidence des signes de localisation, donc il a un intérêt. Mais vous voyez qu'il est très limité en termes neurologiques. C'est la réponse aux ordres verbaux et la réactivité. Et il n'intègre pas, par exemple, les réflexes du tronc cérébral, dont je vous ai dit qu'il était important d'examiner. Il y a toujours été des limites du score de Glasgow. Donc, avait été développé le score de Liège, qui permet d'intégrer les réflexes du tronc cérébral. Ce score n'a pas eu du tout de succès. Et donc, le score maintenant qu'on utilise de plus en plus, et souvent en réanimation, voilà, pour l'évaluation des patients du coma et pour leur suivi, c'est ce qu'on appelle le FOR score, et qui reprend des items du score de Glasgow, tels que la réponse oculaire, la réponse motrice. Il ne reprend pas la réponse verbale, considérant que les patients sont intubés, ventilés, et donc on ne peut pas tester leur réponse verbale. On va dire qu'on pourrait tester la réponse écrite, mais bon, c'est un autre problème. Et il intègre les réflexes du tronc cérébral et éventuellement la toux. Et puis, les fonctions respiratoires en individualisant chez patients intubés ventilés, la respiration le déclenchement de la machine, pas le déclenchement. Chez les patients non intubés ventilés, la respiration de type de Cheyne-Stokes. Alors pour ceux qui, on reparlera des réflexes du tronc cérébral. Voilà, et l'important, c'est vrai que ces 3 réflexes pupillaires, cornéens et de tout. Le seul reproche que je ferais, c'est qu'il y a un peu, d'abord, c'est de conditionner la recherche de l'un, de tout, à l'absence de réflexes pupillaires et cornéens. Il y a déjà une sorte de préjugé dans le mode d'extinction des réflexes. Et on verra, par exemple, chez les patients sédatés, que l'abolition du réflexe de tout n'est pas du tout conditionnée par l'abolition du réflexe pupillaire et cornéen. Ce n'est pas toujours une réalité clinique. Et puis, vous voyez, il individualise la mydriase unilatérale. Ça renvoie à quelque chose que vous connaissez, qui est souvent l'engagement temporal, et avec la compression de la partie haute du tronc cérébral. Et vous voyez qu'il y a tout d'un coup des mécanismes comme ça qui sont individualisés. Donc, je trouve que ce score est intéressant, mais j'ai l'impression que sur le plan conceptuel, il mélange plusieurs choses, où il a une vision très préconçue d'une réalité sémiologique. Voilà, alors le syndrome méningé, pourquoi faut-il le chercher? C'est parce que c'est évoquer une méningite ou une hémorragie méningée. Alors souvent, vous ne le verrez pas toujours chez les patients qui ont réellement une méningite ou une hémorragie méningée. Donc l'absence de syndrome méningé ne doit pas vous éliminer une cause méningée. Alors l'examen moteur, il est important. Donc il est basé sur... Bien sûr, c'est la réponse aux ordres simples, et si la patient n'est pas conscient, ne répond pas aux ordres simples, ben c'est la réactivité, et c'est la réactivité douloureuse. Alors, c'est fini le pincement des mamelons, donc il y a les stimulations douloureuses, ça peut être
sternal. Je fais surtout le pincement de l'ongle de l'index notamment. La manœuvre de Pierre-Marie Foy, c'est l'image D aussi, est très douloureuse. Elle permet de vraiment tester la réactivité des membres, aussi la réactivité faciale. Alors, juste l'intérêt de la stimulation douloureuse, il faut comprendre que ça vous permet de voir s'il y a une asymétrie des réponses motrices. Voilà, et donc de rechercher, en neurologie, c'est très important, laisse penser qu'il y a une souffrance localisée du cerveau qui explique le déficit, que ne doit pas se limiter, surtout pas à la réactivité douloureuse, elle doit être complétée dans l'étude des réflexes ostéotendineux, des réflexes utano-plantaires, et puis à la recherche aussi le tonus musculaire. Voilà, parce qu'une hypotonie, par exemple, marquée, asymétrique, peut vous évoquer un déficit. Une hypertonie peut vous évoquer certaines étiologies ou certaines localisations, si elles sont de nature prépyramidale ou extrapyramidale, n'importe. Et puis l'examen moteur, c'est aussi de rechercher des mouvements anormaux type myoclonie qui peut vous faire évoquer un processus épileptique. Donc voilà, donc cet examen moteur, il est important. Ce n'est pas que la réactivité douloureuse, c'est un examen du système moteur un peu plus complet, déjà observationnel à la recherche de mouvements anormaux, recherche d'une hypotonie ou d'hypertonie, d'une asymétrie d'hypertonie ou d'hypotonie, d'une asymétrie des réflexes ostéotendineux, et puis de regarder s'il y a des signes de Bamasky qui vous évoqueraient une irritation pyramidale. Alors voilà les principales réponses motrices que vous pouvez avoir, puis il y a celles que vous connaissez, qui sont les signes de décortication et de décérébration. Alors, quand je vous parlais de l'examen moteur et de son intérêt à la recherche d'un signe de localisation, voilà, donc en neurologie, vous avez 3 types d'asymétrie. Il y a l'asymétrie haut et bas, c'est-à-dire je ne bouge pas au membre inférieur, mais je suis à réactif hypotonique, par exemple au membre inférieur, mais réactif, voire énormotonique au membre supérieur, ça évoque une atteinte médulaire basse, par exemple, dans un contexte notamment de traumatisme crânien. Vous pouvez avoir une réactivité faciale et un patient complètement hypotonique au membre inférieur, donc vous évoquez une atteinte médulaire plus haute, et notamment dans le cadre d'un traumatisme crânien. Donc c'est toujours il faut savoir évoquer ce type d'asymétrie haut et bas. Puis vous avez asymétrie droite et gauche, et c'est là où on distingue les syndromes alternes. Si vous avez une atteinte d'un nerf crânien, quel qu'il soit, contralatéral, au déficit moteur de l'hémicorps. Et puis, sinon, tout est en supratentoriel et tout est localisé du même côté. Par exemple, vous avez cette déviation conjuguée des 2 yeux du côté de la lésion avec un patient qui a un membre, qui a un hémicorps paralysé en contralatéral. Donc, voilà, c'est à peu près les grandes asymétries que vous devez connaître chez un patient dans le coma. Il n'y a pas besoin d'un examen neurologique très fin. Il faut être aussi simple, aussi grossier que ça pour d'emblée évoquer une anomalie structurelle qui vous conduira à une imagerie, soit médulaire, soit cérébrale. Voilà. Alors, quel est l'intérêt? Pourquoi faut-il faire les réflexes du tronc cérébral chez les patients dans le coma? On pourrait se limiter au score de Glasgow puis rechercher un signe de localisation. Quel est l'intérêt? L'intérêt, d'abord, c'est la valeur localisatrice. En neurologie, on aime savoir où est la lésion. Voilà. On recherche toujours et on essaie d'être uniciste en sachant que les troubles de la conscience et de la vigilance, ce n'est pas toujours qu'une seule lésion qui les explique, mais qu'importe, on cherche quand même à savoir où souffre principalement le cerveau. Et votre examen clinique, il a pour fonction, et notamment la recherche d'un signe de localisation, l'examen moteur que je vous ai écrit, il a cette fonction-là. Et puis, c'est la même chose pour les réflexes du tronc cérébral, vous allez pouvoir localiser la lésion. Il peut après avoir des valeurs un peu diagnostiques, par exemple étiologiques, pourquoi pas, mais surtout de gravité. Vous pouvez mettre en évidence par cet examen des signes d'HTIC, des signes d'engagement. Je vous ai parlé par exemple de la mydriase unilatérale. Et puis, c'est dans un second temps qu'il peut avoir une valeur pronostique. Vous avez un patient qui a un coma post-anoxique. Certes, il peut avoir des atteintes des réflexes du tronc cérébral très précoces au moment où vous le prenez en charge, etc.
Et puis, ces anomalies de réflexe peuvent récupérer, mais parfois elles ne récupèrent pas. Et c'est le fait qu'elles ne récupèrent pas qui montre que le cerveau a souffert de façon, de manière très sévère et voire irréversible. Et là, tout d'un coup, l'abolition d'un réflexe cornéen ou photomoteur avec une mydriase bilatérale à 3 jours, ben, ça n'a pas du tout la même valeur que 10 minutes après un arrêt cardiaque en termes pronostiques. Alors, l'anatomie du tronc cérébral, je ne vais pas vous le décrire. C'est sans doute une des structures les plus complexes. Je vous renvoie à cet article de Sarah Ben-Ghanem, dans Critical Care, où elle refait toute une explication neuroanatomique du tronc cérébral, avec bien sûr ces différents étages, moléculaire, protubérantiel et bulbaire. Vous avez appris, quand jeune, lors de votre neurologie, les principaux syndromes d'atteinte du tronc cérébral. Je ne vais pas les répéter. Ils sont tous là, donc à tous les étages, et différentes fonctions qui sont contrôlées par le tronc cérébral et les différents syndromes que vous pourrez avoir. Je ne vais pas vous les décrire parce que c'est un peu, on y passerait des heures. Je vous renvoie à cet article, je crois, qui est très bien détaillé. Les réflexes du tronc cérébral, donc voilà, dans une dégradation, dans une vision un peu rostrocaudale de haut en bas, les anomalies de réflexes que vous pouvez avoir. Donc ces réflexes, c'est le ciliospinal, auriculaire, l'oculocéphalique vertical, le photomoteur, le cornéen, le massétérin, l'oculocéphalique horizontal, l'oculocardiaque, là, vous êtes, et puis après, vous avez les réflexes bulbaires tels que la toux. Voilà. Puis vous avez des réflexes un peu pathologiques qui peuvent survenir dans certaines situations, telles que le palmo-mentonnier ou le cornéo-mandibulaire. C'est des réflexes inhibés qui réapparaissent dans certaines situations et qui deviennent désinhibés. Les réflexes physiologiques que je vous décris, c'est des réflexes que l'on a à l'état physiologique. Voilà, vous les... Alors, on commence toujours par les yeux. On regarde si le patient a les yeux fermés. Voilà, normalement, un trouble de la vigilance se révèle par l'absence d'ouverture des yeux. Voilà. Alors maintenant, c'est de savoir si c'est une réelle ouverture, une fermeture des yeux, c'est-à-dire si le patient est profondément un trouble de la vigilance ou s'il est en incapacité d'ouvrir les yeux, par exemple. Je pense que Stein Silva a quelques patients, parfois après un traumatisme crânien ou une lésion cérébrale, qui ont une sorte d'apraxie et une incapacité à relever les yeux. C'est l'ordre de l'apraxie, ils sont tout à fait conscients. Voilà, donc ce n'est pas un trouble de la vigilance qui se traduit par un défaut d'ouverture des yeux, c'est un problème moteur ou de commande motrice qui fait qu'ils ne soulèvent pas les yeux. Puis parfois, les gens résistent à l'ouverture des yeux. Alors là, s'il y a une résistance, bien sûr, vous pouvez remettre en doute vraiment le diagnostic de coma et penser que peut-être il y a une conversion hystérique ou une simulation, etc. Donc là, on rentre dans un autre champ. Regardez les paupières, de voir si parfois vous avez une occlusion incomplète. Eh bien, c'est simplement parce que le patient il a un trouble de la vigilance, indéniablement, mais de manière motrice, il n'y a pas d'occlusion des yeux, mais ça peut faire évoquer complexe, ça peut faire évoquer une paralysie faciale. Et puis, il y a parfois des tremblements des paupières, des clonies des paupières, et là, ça doit vous faire évoquer un processus épileptique. Le clignement, c'est important, ça témoigne quand même, quand il est spontané, qu'il y a une certaine intégrité de la substance réticulaire activatrice, et puis on regarde s'il y a ce clignement à la lumière aussi, ou nasopalpébral, voilà, qui peuvent témoigner d'une intégrité de certains noyaux et de certaines voies. Le cornéen, bien sûr, c'est un réflexe qu'on recherche systématiquement chez le patient qui est dans le coma, soit à l'aide d'une compresse, mais faites attention, vous pouvez irriter la cornée, soit à l'aide d'une goutte. Et bien sûr, c'est une boucle réflexe, il met en jeu le 5 et le 7, et un peu le 3. Alors parfois, c'est une fermeture de la paupière que vous obtenez, soit c'est simplement un mouvement de la paupière inférieure, donc soit c'est parfois une simple petite élévation oculaire, ça veut dire quand même que le cornéen est présent. L'examen des pupilles, vous le savez, c'est un élément très important que chez un patient dans le coma. Vous savez que cela dépend du système nerveux autonome avec un système sympathique qui favorise la mydriase, un système
parasympathique qui favorise la contraction pupillaire, le myosis. Alors, selon le niveau d'atteinte, le niveau de la souffrance cérébrale, vous allez avoir des anomalies pupillaires qui peuvent être très variées. Donc, globalement, c'est le myosis lorsqu'on est en dehors de la zone du 3, en fin de compte. Donc, pédonculaire et protopédonculaire, le 3 est à ce niveau-là, et puis éventuellement, c'est là où vous pouvez avoir une mydriase, voire une mydriase unilatérale lorsque c'est une compression que d'un côté, ou bilatérale si ça souffre des deux côtés. Et puis, vous voyez, au-dessus ou en dessous, c'est plutôt les myosis. Et on va pas, je ne veux pas vous les décrire complètement. Vous connaissez ces anomalies pupillaires. Alors, comme je vous l'ai dit, ça dépend du système nerveux autonome. Alors, juste, vous pouvez avoir des mydriases, vous pouvez avoir des myosis. Voilà, je vous ai décrit les différentes anomalies. Vous allez on va aller très vite. Mais il y a un signe que vous devez connaître, qui est le signe de Claude Bernard Horner, qui se caractérise par une myosis unilatérale, une pseudo-énophtalmie et un ptosis c'est une atteinte du sympathique. Et vous savez, le sympathique, c'est une onde en boucle réflexe. Donc, comme je vous l'ai dit, le système nerveux parasympathique favorise le myosis. La preuve en est qu'on utilise l'atropine pour provoquer une mydriase. C'est une boucle réflexe qui reste à peu près au même étage, tandis que le sympathique favorise la mydriase, l'adrénaline par exemple favorise la mydriase. Vous avez une très longue boucle réflexe qui passe le long du tronc, pas long du thalamus, le long du tronc cérébral, qui rejoint la partie haute de la moelle, et puis après, le partie pleurale, le dôme pleural, et puis remonte le long de la carotide. Voilà. Et donc, vous pouvez avoir une atteinte du sympathique à tout niveau de cette boucle. Par exemple, vous l'aviez appris en accident thalamique, ou par exemple dans le Wallenberg, vous pouvez avoir un Claude Bernard Horner, qui se caractérise par un myosis, comme dans une atteinte médulaire haute, ou dans le pocoestobias, ou dans une dissection carotidienne, ou lorsque vous possédez un cathéter jugulaire, vous pouvez entraîner un myosis. Donc, connaître la mydriase unilatérale, vous savez l'évoquer dans un certain contexte de lésion cérébrale avec l'engagement, ça vous l'avez appris. La mydriase bilatérale qui peut parfois être en rapport avec la prise médicamenteuse, par exemple des tricycliques, voilà, ou un patient qui a eu beaucoup d'adrénaline, voilà, c'est possible qu'il soit en mydriase. Donc, mydriase bilatérale ne veut pas toujours dire atteinte mésencéphalique, irréversible, ça y est, le patient est fini, il ne se réveillera plus. Non, ça peut être en rapport avec certaines étiologies, notamment pharmacologiques. Le myosis unilatéral qui peut vraiment, qu'il faut savoir intégrer, c'est Claude Bernard Horner avec le reste du tableau neurologique. Voilà, et puis les myosis bilatérales, on se voit dans certaines lésions, c'est vrai, protubérantielles quand ils sont très serrés, mais ça peut être toxique, notamment les opiacés. Voilà, donc on peut peut-être aller très vite. Là, il s'agit d'un patient qui, au mois de, c'était en avril 2021, des céphalées violentes, brutales, suivies de vomissements. Il se dégrade rapidement, ne répond plus à sa femme. À l'arrivée du SMUR, le score de Glasgow est à 11 avec Y3, V3, M5. La pression artérielle est à 180-87, la fréquence cardiaque à 31. Le patient sature bien. Vous voyez, il y a tout ce qui est décrit. Les pupilles sont isocores et réactives et symétriques. Il y a une paralysie faciale droite sans signe de localisation ni réserve anique. Il y a une dégradation secondaire au score de Glasgow, vous voyez qu'il passe à 8. Donc là, on dit que le patient est non commun, il est intubé, ventilé. Et puis, le scanner cérébral, il y a une hémorragie sous-arachnique de grande abondance par rupture d'un anévrisme de la naissance de la communicante postérieure gauche, compliquée d'une hydrocéphalie triventriculaire obstructive. Le jeu scanner met en évidence une extravasation active de produits de contraste, la citerne interpédonculaire, et il y a un transfert en neurochir. Donc, vous voyez le sang, donc la prise de contraste spontanée. Je ne sais pas si on voit l'anévrisme. Bien, et vous avez déjà cette dilatation ventriculaire, même s'il reste encore des sillons.
Voilà. Et donc là, globalement, ces patients qui sont en hémorragie méningée, la prise en charge est assez simple, hein, c'est simple et compliqué, c'est l'embolisation de l'anévrisme. Et bien sûr, comme il est en HTIC sans doute sur une hydrocéphalie, il va falloir poser une dérivation ventriculaire externe pour réduire l'hydrocéphalie et donc contrôler la pression intracrânienne que l'on mesure aussi à l'aide d'un capteur. Et puis, bien sûr, il y a le contrôle tensionnel et tout ce qu'il a à faire. Sous sédation, donc le score est Glasgow est à 3. La midriase, donc c'est un homme de 80 ans qui est autonome. Je comprends pas là. Voilà, donc midriase à réactive bilatérale, réflexe de tout, donc sous sédation. Il y a une midriase bilatérale à réactive, mais le réflexe de tout et le cornéen sont présents. Il n'y a pas d'oculocéphalogie, il n'y a pas de grimace, pas de trésor méningé, pas de signe. Donc, le Doppler transcrânien montre quand même des signes d'HTIC et après discussion collégiale, ce que je vous ai dit, continue, les patients disent qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale. Quelle est votre attitude? Quelle aurait été votre attitude chez ce patient-là? Je pense que la question est de savoir si devant une midriase à réactive bilatérale, vous arrêtez tout. Ben non, il ne faut pas arrêter. Ce patient, il a 81 ans, il est autonome. Il y a une hypertension intracrânienne, mais sur un HTIC, ben non, c'est un patient pour lequel il faut vraiment aller poser la DDE et l'évolution peut être tout à fait favorable. Et l'indication chirurgicale, non, il n'y en a pas dans un contexte d'hémorragie méningée sur rupture d'anévrisme, sauf si l'anévrisme est difficilement traitable. Voilà. Alors, on va continuer à faire un peu de clinique. Pour vous, quel est ce tableau-là? Quel est ce signe? Je vous l'ai décrit tout à l'heure. Si vous n'osez pas prendre le micro, il y a le chat. Donc, n'hésitez pas à écrire vos réponses. Vous voyez, donc la question, c'est est-ce que c'est une midriase ou un myosisme? Maintenant, c'est un myosisme. Il y a une fausse, il y a un ptosis ici, une fausse hénophtalmie. C'est ce signe de Claude Bernard. Tarek, juste, j'ai deux réponses là pour toi. Donc, je pense qu'il y a Claude Bernard Horner de quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre a écrit engagement cérébral. Est-ce que tu peux nous illustrer? Ce n'est pas un engagement cérébral. D'abord, la midriase est très modérée. Voilà, elle serait beaucoup plus élargie. Voilà, et puis ce qui frappe, alors maintenant, il faut voir le reste de l'examen clinique, voilà, pour voir si cette midriase ne commence pas à apparaître, et s'il ne commence pas à avoir des signes d'engagement avec un déficit moteur et de décélébration. Mais là, ce qui fait très Claude Bernard Horner, c'est le myosis et le ptosis que l'on a. Voilà, donc alors après, on peut toujours, on n'a pas testé le photomoteur, etc. Donc pour moi, voilà, je connais l'histoire, donc je sais que c'est un cas de Bernard Horner, mais il faut bien sûr intégrer cet examen. Les pupilles ne suffisent pas, il faut l'intégrer à un examen général neurologique pour un engagement isolé, une midriase isolée. Alors, ça peut se voir, hein, comme tu le sais, Stein, chez nos patients traumatiquement cérébrolésés, ça peut commencer par une inasycorie au début, comme celle-ci, puis la pupille va s'élargir avant que vous notiez un déficit contralatéral. Voilà, comme ça peut survenir, et après voir un engagement complet avec la midriase bilatérale. C'est vrai qu'au début, vous pouvez avoir ça, avoir avec une réactivité associée. Donc là, je ne peux pas répondre de manière précise si je n'ai que ces éléments à distinguer, si il s'agit plus si ce n'est pas un début de midriase bilatérale et d'engagement. Je connais l'histoire et ce qui me fait pencher vers Claude Bernard Horner, c'est qu'il y a un peu plus, il y a le ptosis, il y a l'aspect de pseudo-hénophtalmie. Je ne sais pas si j'ai clairement répondu. Donc, je vous ai dit les différentes les anomalies qui peuvent rendre compte d'un Claude Bernard Horner. Pour la position, donc après avoir regardé les paupières, après avoir regardé les pupilles et donc et connaître certaines anomalies pupillaires, vous passez à la position et au mouvement oculaire. Et donc, le plus souvent, chez un patient dans le coma, les yeux sont fixes, pas de mouvement spontané. Voilà. Mais après, il y a certaines anomalies de position oculaire qui doivent vous faire évoquer certaines étiologies. Alors, comme vous le savez, les mouvements oculaires, ils sont dépendants des nerfs oculomoteurs du 3, du 4, du 5 et du 6. Alors là, je vais vous poser une question. Quelle est pour vous cette atteinte neurologique?
voit très bien, il y a deux solutions. Soit le patient n'arrive pas à fermer la paupière droite, et donc si vous lui aviez demandé, mais il ferme celle de gauche, si vous lui aviez demandé de fermer la paupière droite, il y aurait une révulsion oculaire et vous serez face à une paralysie faciale. Donc ce n'est pas le cas. Donc vous êtes face à un ptosis complet. Premier point, et quand on soulève la paupière parce que le patient est en incapacité de le faire, vous avez une déviation d'un œil en abduction avec une mydriase, et c'est ce qu'on appelle un 3. Là, le patient semble être conscient, mais ce 3 peut bien sûr, avec une mydriase, peut être en rapport avec un engagement, mais il y a d'autres atteintes du 3 qui sont assez simples, qu'il faut connaître en dehors de l'engagement. Par exemple, c'est un anévrisme de la terminaison de la carotide qui peut tout à fait donner un 3, mais vous avez d'autres causes de 3 en dehors de ces contextes neurochirurgicaux d'engagement ou d'anévrisme de la terminaison de la carotide. Pareil qu'un de nos internes avait fait le bon diagnostic. Hein. Bon, ben, c'est parfait. Donc, c'est à connaître. Et donc, chez un patient dans le coma, quand vous avez un 3 de ce type-là, avec une déviation conjuguée d'un œil et une mydriase, il faut penser éventuellement, bien sûr, à l'engagement à ce moment-là, à une lésion cérébrale qui puisse expliquer cette atteinte du 3 isolé. Ça peut être aussi une hémorragie méningée avec un anévrisme qui s'est rompu. Voilà, et puis peut-être ça peut être une autre cause parfois, mais plus souvent c'est ça. Donc là, on va faire un peu de clinique. C'est une femme âgée de 53 ans qui est hypertendue. C'est la survenue de céphalée rétro-orbitaire brutale dans la nuit du 19 au 20. Et donc, elle va dans un hôpital. Survenue d'une diplopie sur paralysie de l'œil gauche. À l'examen initial, on observe une anésie chorique gauche, un ptosis gauche et des réflexes photomoteurs directs et contralatéraux conservés. Le reste de l'examen neurologique cardio-respiratoire est normal. Bon, la patiente est bien, elle est consciente, elle se plaint uniquement de céphalée rétro-orbitaire et de sa diplopie. Donc, voilà, donc céphalée brutale. Et puis, vous avez quand même un signe de localisation avec un teinte, moi je dirais du 3, je vous l'ai décrite, anisocorique gauche. Il faut voir si c'est une mydriase, mais a priori, un ptosis gauche. Le réflexe photomoteur et contralatéral sont conservés, à voir. Et puis, brutalement, il y a une perte de conscience avec une patiente qui devient comateuse, vous voyez, et avec une détresse respiratoire sur une hypopnée, puis la persistance d'une mydriase gauche réactive, donc voilà, des ROT absents, des RCP indifférents, qu'importe, des mouvements d'enroulement, la stimulation douloureuse. Quelle est votre prise en charge? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une céphalie brutale. Il y a sans doute une atteinte du 3 gauche. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Stein. Je découvre le cas clinique aussi. Et puis, il y a des troubles de la conscience qui vont s'installer progressivement, rapidement. Voilà, donc pour moi, il faut faire une imagerie. Et c'est probablement une hémorragie méningée sous-arachnoïdienne sur rupture. Là, vous avez une indication claire à une imagerie cérébrale. Voilà. Et donc, c'est plus tard que cette patiente a été prise en charge pour son hémorragie méningée sur cette évolution particulière qu'on a chez les patients qui ont une hémorragie méningée. Et ça, c'est important de le savoir. C'est les patients qui peuvent développer des complications telles qu'un vasospasme avec une ischémie retardée, et puis brutalement, ils peuvent avoir des retards de réveil. Donc voilà. Donc, dans les atteintes du 3 isolé, vous avez, comme je vous l'ai dit, il faut penser dans ce contexte en plus de coma avec un 3 isolé. Juste Tarek, on t'entend. Là, Tarek, on t'entend très mal. Peut-être tu peux essayer de couper la vidéo. Tarek,
On t'entend très mal. Parfois, thrombus du sinus caverneux, c'est très particulier, c'est rare, et souvent il y a une chémosis très importante et puis une atteinte du cornéen aussi. Je crois que nous avons perdu le professeur chercheur. Vous m'entendez? Quelqu'un peut me confirmer? Et attendez, question ici. Oui, super, merci pour le retour. Donc, on va lui donner le temps. Je vais lui envoyer un message pour qu'il se reconnecte. Et on va passer rapidement aux conclusions. Je sais qu'il est 8 heures. Et on va profiter éventuellement de son retour pour les questions. Donc, étant donné que vous m'entendez, je pense qu'il a, pour deux raisons, étant donné que nous arrivons à l'heure des fins de notre première session, on va essayer de se tenir effectivement à ne pas dépasser le 20 heures pour qu'on puisse être régulier dans nos échanges, en fait. Je reste juste là, éventuellement, si vous avez des questions par rapport au cours des Tarek chercheurs, je peux essayer de répondre. Donc, vous pouvez soit lever la main, soit me poser la question par le chat. Donc, je vous laisse quelques instants de réflexion. Et sinon, je commence à faire le teasing pour le cours de la semaine prochaine qui sera en lien, en fait, pour moi, c'était important aussi de voir le cours de Tarek qui est autour de l'anatomie fonctionnelle. Comme ça, je vais essayer de centrer mon cours qui sera autour du coma, en particulier de la prise en charge du coma, afin d'éviter des redites, en fait. Donc, vous pouvez aussi garder vos questions éventuelles pour la semaine prochaine. Donc, est-ce que vous me confirmez? C'est un exercice assez solitaire, cette histoire des zooms à distance. Vous entendez ce que je vous dis ou pas? Oui. Yes. Parfait. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous libère. Merci, c'est top. Merci à vous. Et je vais le transmettre au professeur chercheur. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, notez vos questions et je serai à votre disposition en ce qui me concerne la semaine prochaine. Mais Einstein, là, je ne comprends pas là, très bien, là, parce que là, je crois qu'il y a un problème de connexion. Ah, super. Je t'ai envoyé un mail, Tarek. Donc, oui, parce que je suis désolé, ça a été plus long que prévu. Donc,
je ne sais pas, en quelques minutes, je peux finir, juste pour finir en 3 minutes. Si tu veux, je te laisse conclure et Voilà. répondre à les questions. Voilà, non, mais juste en 3 minutes pour finir le cours. Je suis désolé sûr. parce que la connexion a été pénible. Donc, quand je vous ai dit les atteintes oculaires, donc le 3 que vous devez connaître, les anomalies pupillaires, ces anomalies très particulières du 3 que vous pouvez avoir des signes d'HTIC 1,6. Les positions oculaires, le plus souvent le patient est fixe. Apprenez la déviation conjuguée des yeux qui peuvent être en rapport avec une atteinte hémisphérique bilatérale. C'est le plus simple. Le plus souvent, vous n'avez pas de mouvement oculaire chez un patient dans le coma. Mais si vous avez des mouvements oculaires anormaux, pendulaires, haut ou bas, pensez que c'est un signe de localisation et faites un scanner qui pourra vous montrer une lésion soit cérébelleuse, soit diencéphalique. Donc, tout mouvement anormal oculaire existait chez les patients dans le coma et doit vous obliger à faire un examen, à faire une imagerie. Le réflexe oculocéphalogène, ne le faites pas si vous avez des lésions cervicales. C'est un réflexe qui est normalement inhibé chez les patients conscients et qui peut être désinhibé chez les patients qui ne le sont, qui deviennent comateux, sauf s'il y a une lésion du 3 qui empêche la connexion entre le système vestibulaire que vous stimulez et les réponses oculomotrices. Le réflexe de tout, vous devez le chercher bien sûr chez le patient intubé ventilé. Et voilà, c'est bulbaire et c'est situé. Il y a d'autres anomalies respiratoires que vous pouvez avoir chez un patient dans le coma. Le plus souvent, c'est une hypoventilation alvéolaire avec une diminution d'amplitude thoracique et qui va conduire à l'hypercapnie puis à l'arrêt hypoxique. Parfois, vous avez des tableaux d'hyperventilation qui peuvent se voir dans des états de choc associés ou dans certaines acidoses métaboliques, etc. Mais parfois, c'est une atteinte protubérantielle haute. Il faut connaître la respiration de Cheyne-Stokes avec ce profil très particulier qu'on peut avoir dans les atteintes un peu diencéphaliques. Et puis dans les atteintes bulbaires, par exemple sur des engagements, il y a 2 types d'engagements que vous devez connaître. C'est l'engagement temporal avec la mydriase et le déficit contralatéral. Et puis après, cet engagement touchant la partie haute du tronc peut entraîner une mydriase bilatérale. Mais d'abord, c'est unilatéral avec un déficit contralatéral. Et l'autre engagement que vous devez connaître, c'est l'engagement occipital, souvent sur une atteinte cérébelleuse qui va comprimer le trou. C'est là où vous avez l'opistotonose, le risque, l'instabilité hémodynamique, le risque d'arrêt respiratoire. Et voilà, c'est pour ça qu'on le met dans la respiration. Vous devez connaître autant l'engagement temporal, vous avez un peu de temps, autant l'engagement occipital, ça déraille très vite. Voici les anomalies du cycle respiratoire en fonction de l'étiologie. Les autres signes respiratoires qui peuvent aussi alerter et être en faveur avec une localisation, c'est le bâillement, par exemple, voilà, ça peut être péjoratif, mais n'intégrez pas des signes aigus dans la prise en charge de votre coma et des signes pronostiques qu'on évalue dans un second temps. Le hoquet aussi peut être aussi un témoin d'une atteinte du disque. Le vomissement, c'est souvent un signe d'hypertension intracrânienne. Les diagnostics différentiels, je ne vais pas les décrire rapidement. Bien sûr, il faut faire attention si vous avez des doutes sur l'origine du coma, si le patient ou non est comateux, sur la réalité d'un coma. Regardez s'il y a des comportements d'évitement, le clignement à la menace par exemple, le fait qu'en mettant le bras au-dessus de la tête du patient, il ne retombe pas sur la tête, il évite, vous fait douter sur la réalité du coma. Les examens cliniques, vous les connaissez, n'oubliez jamais la ponction, la glycémie bien sûr. Et puis, en fonction de votre étiologie, en neurologie, vous savez, c'est assez simple. Vous avez 3 cartes, l'imagerie, l'EEG et l'APL. Et en fonction des étiologies que vous évoquez, vous recourrez à ces examens. Et bien sûr, il y a toujours le bilan de débrouillage que vous connaissez. La conduite à tenir, comme tout trouble neurologique, j'aurais pu mettre état de mal épileptique, j'aurais pu mettre confusion, coma, la glycémie, prendre en compte les antécédents du patient et les circonstances de survenue. Et puis, vous avez le coma fébrile ou trouble de la conscience fébrile. Vous savez ce que vous évoquez. Trouble de la conscience avec syndrome méningé, hémorragie méningite. Trouble de conscience avec signe de localisation. Voilà, donc là, bien sûr, une anomalie structurelle. Et de plus, avec plus ou moins avec d'urgence, si vous avez des signes, bien sûr, d'engagement. Trouble de la conscience avec mouvements anormaux, c'est là où vous évoquez un processus épileptique. Et puis, dans tout contexte traumatique, il faudra faire une imagerie. Voilà, c'est assez simple. Et juste pour finir, c'est un cas intéressant d'une patiente qui vous est adressée pour un coma, un patient qui est traité par anticoagulant pour une fibrillation auriculaire, et voilà, qui a un examen neurologique tout à fait normal, coma sans priori signe de localisation, la homéosis bilatérale, qui a une hypotonie généralisée, on note juste un Babinski,
Voilà, dans son bilan, vous notez un TP à 49% et un scanner est fait. Et qu'est-ce que vous notez? Une hypodensité hypothalamique, cette patiente avait fait un accident vasculaire dans la circulation postérieure, puisque le thalamus est élevé aussi par la circulation postérieure, et pensait qu'un coma, alors elle avait un petit signe de localisation, elle avait un Blavatsky bilatéral, mais un coma brutal, c'est pas sans signe de localisation, c'est pas toujours entre guillemets non structurel et d'origine fonctionnelle, et penser aux accidents vasculaires cérébraux, la circulation postérieure, cette patiente peut-être dans un autre temps aurait bénéficié d'une fibrinolyse ou d'une thrombectomie plutôt. Et voilà, faites attention, vous aurez des patients dans le coma. Parfois, on pense qu'il dort. Un patient qui dort n'est pas dans le coma. Voilà, il est réveillable. Et un patient qui ne se réveille pas est dans le coma. On m'avait dit que cette patiente dormait, que je n'avais pas du tout m'inquiéter pendant ma garde. Une patiente qui avait une histoire réanimatoire très complexe. Mais voilà, maintenant, elle n'était pas sédatée. Non, elle ne dormait pas. La preuve, quand on dort, on a souvent une révulsion oculaire. Elle était clairement dans le coma. Il fallait comprendre son coma et c'était un accident vasculaire ischémique sur une vascularite aspergillère. On pourra à l'envie vous raconter ces cas, mais juste pour vous dire sur le coma, soyez très, très simple. La première chose, l'évaluation d'un patient dans le coma, ce n'est pas uniquement le score de Glasgow, c'est le score de Glasgow plus la recherche de localisation, plus l'examen des réflexes du tronc cérébral. Voilà, c'est de savoir chercher un signe de localisation et puis une gravité telle qu'une mydriase, etc., tel qu'il y a des signes d'engagement, bien sûr, et à partir de cet examen clinique, de savoir à bon escient faire ou non une imagerie cérébrale et les examens cliniques et les autres explorations que je vous ai décrites. Toujours tenir compte dans votre enquête diagnostique et étiologique des antécédents et des circonstances de survenue du patient, ne pas confondre le temps du diagnostic et de la prise en charge aiguë avec le temps pronostic. Le temps pronostic, c'est un autre temps qui survient de quelques heures, voire quelques jours plus tard, mais vraiment, c'est deux temps différents. Et là, on était dans la prise en charge clinique et bien sûr, vous pourriez faire de l'imagerie à tout le monde, de l'électroencéphalogramme à tout le monde, et puis une PL à tout le monde, et puis des examens compliqués à tout le monde. Mais en pratique clinique, ce n'est pas comme ça que l'on fait. On part de l'examen clinique, et puis, en fonction de vos observations cliniques, évaluation de la profondeur du coma, des signes associés à ce coma qui vous permettent de savoir où se situe la souffrance, du bilan de la circonstance de survenue des antécédents, l'examen général, vous allez évoquer certaines étiologies et décider de vos examens complémentaires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et normalement, ça ne doit pas prendre plus de 5 minutes ou 10 minutes de pouvoir évaluer un patient dans le coma. Super, merci beaucoup Tarek. Je suis désolé du retard et puis d'interruption. Aucun souci, je tenais à te dire qu'on a vu toutes tes diapos. C'est à la fin, on les a perdues là, sur ces dernières 3 minutes, mais on a eu la chance de t'avoir aussi sur la conclusion, qui était, à mon avis, une des parties les plus importantes que je retiens. Donc, j'espère qu'il y a plein de remerciements de nos étudiants dans le chat. Et moi, je te remercie vivement en tant que j'espère que nos étudiants, avec le temps, se rendront compte de la chance que nous avons eue de t'avoir aujourd'hui, un orateur un peu désolé pour ce cours un peu confus, mais la connexion n'était pas bonne. Et puis voilà, vous avez des cas cliniques à la fin. Et si vous voulez m'interroger sur la partie examen clinique du patient profondément sédaté, sur laquelle je voulais finir, mais c'était trop long. Mais peut-être qu'un jour, vous me réinviterez pour faire l'examen neurologique du patient sédaté. Et c'est ça. Et juste, Tarek, je veux bien juste te poser une question et te dire qu'en plus, ton cours, moi, la semaine prochaine, le programme, c'est que je vais parler des comas, en fait, et la prise en charge. Donc, ce que tu as évoqué là, du temps clinique et du temps du traitement et du temps du pronostic, moi, toi, tu as fait la première partie, donc moi, ça va me permettre en fait de me focaliser sur la deuxième. Donc, je te remercie. Et étant donné que j'ai plein de questions pour toi, mais si je vais te harceler la prochaine fois, je te verrai en personne. Mais juste une question justement sur les paires crâniennes. Hein, je sais que c'est quelque chose autour de laquelle tu travailles et tu as déjà travaillé. Moi, c'est une question qui m'interpelle, en fait. C'est cette notion des paires crâniennes évaluées chez un patient sédaté. Donc, une de tes publications avec Benjamin Rouault, en fait, qui me paraît fort élégante et intéressante, avait fait part de à quel point on pouvait évaluer, même chez les patients sédatés, les paires crâniennes, et il fallait le faire, en fait, de façon systématique, notamment dans un contexte de sepsis et autres.
Mais à côté de ça, il y a toute une littérature qui est la littérature de nos collègues qui endorment le patient et qui montre à quel point, en fait, eux, ils monitorent même la profondeur de l'anesthésie et de l'analgésie avec l'examen de pupilles, par exemple, en fait. Donc, ma question, elle est très simple. Comment on arrive à réconcilier, en fait, ces deux groupes de données? Est-ce qu'on peut examiner d'un autre côté, à quel point c'est un facteur confondant fort? Et ma deuxième question, c'est juste pour avoir vraiment ton retour sur ça. Je l'ai fait très provocateur à 20h du soir. Mais là, c'est une sémiologie, c'est la beauté de la neurologie, de la neuroréanimation. On parle de la clinique. Mais malgré tout, ça reste, pour l'instant, c'est une sémiologie qui commence dans les années 70. Et moi, je me pose la question à quel point est-ce qu'il n'y a pas une place pour l'innovation dans nos examens cliniques et l'utilisation, je ne parle pas d'imagerie, d'électrophysiologie, je parle d'outils de testing des épères crâniennes avec des choses un peu plus, on va dire, quantifiables. Je pense à la pupillométrie, hors l'arrêt cardiaque. Je pense à l'eye tracking, je pense aux stimuli auditifs calibrés dans une chambre. Hein, ben moi, alors juste pour revenir, alors en étant très, très vite pour nos étudiants peut-être qui vont s'impatienter, qui voudront que le cours s'arrête, en étant très clair, là vous avez un cas clinique d'un patient qui n'a pas été examiné alors qu'il était profondément sédaté, chez lequel on est passé à côté d'une méningite, et là il meurt d'un œdème cérébral sur une méningite non diagnostiquée chez un patient en pléopathie. On l'avait sédaté profondément sans jamais faire le moindre examen neurologique. Donc, un examen neurologique chez un patient sédaté, pourquoi faut-il le faire? La première chose, les patients que vous sédatez profondément en réanimation sont à risque d'avoir une souffrance cérébrale, un choc septique, il est à risque de faire un accident vasculaire cérébral, etc. Donc, examiner un patient, c'est rechercher un signe de souffrance cérébrale qui va s'exprimer par un signe de localisation le plus souvent, un déficit, et ça ne peut pas être expliqué déjà par une sédation. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est comme la question de Stein-Silva. Comment mon examen neurologique reste informatif chez mes patients profondément sédatés? Donc là, je vais aller très vite, mais comme le disait Stein, nos collègues anesthésistes, eux, ont étudié un peu les réflexes du tronc cérébral chez les patients qui vont endormir, comme on dit. Et là, je vous renvoie à l'article de Guedel de 1927. Vous voyez, il a mis en évidence que lorsqu'on sédatait profondément un patient, il y avait une extinction non aléatoire, mais selon un pattern, du moins selon une séquence très particulière d'abolition des réflexes du tronc cérébral. Et tous les anesthésistes ont utilisé cette abolition, cette étude des réflexes du tronc cérébral pour évaluer la degré de l'anesthésie et procéder à l'intubation, par exemple. Donc, oui, il y a un effet de la sédation sur les réflexes du tronc cérébral, et cette abolition des réflexes du tronc cérébral ne se fait pas de manière aléatoire, mais selon une séquence propre. Voilà, et donc qu'en est-il chez les patients de réanimation? Alors, en étant très, très simple, lorsque les patients de réanimation sont sédatés, donc il y a l'effet de la sédation sur l'examen neurologique et les paires crâniennes, bien sûr, puisque la sédation a un effet dépresseur sur ces réponses-là. Et puis, il y a l'agression cérébrale, le cerveau de votre patient de réanimation, il est à risque de souffrir. Et l'examen neurologique que vous allez avoir est la conjugaison, la résultante de ces deux actions. D'un côté, l'agression secondaire et de l'autre, la sédation. On a fait tout un travail avec Benjamin Rowe pour savoir si l'examen neurologique chez les patients de réanimation pouvait être plus ou moins phénotypé et si on pouvait y mettre une vue syndromique. Et là, ce qu'on a mis en évidence, c'est que vous avez deux grands groupes de patients, c'est 50-50, des patients profondément sédatés, par exemple pour un ERDS, prenez un patient Covid par exemple, pour une autre cause de la SDRA, vous avez des patients chez lesquels il y a une abolition des réflexes ensemble, ils sont présents ou abolis ensemble. Et ça, c'est sans doute la sédation plus que l'agression inflammatoire, l'agression cérébrale secondaire. Et puis vous avez le profil bleu où vous avez les réflexes plus abolis et d'autres qui sont présents. Donc, c'est plus hétérogène. Et par exemple, vous avez une perte de la grimace et pourtant, vous avez les réflexes de tout présents. Vous pouvez avoir une perte du cornéen et alors le réflexe de tout est présent, ou à l'inverse, etc. Donc, c'est plus hétérogène. Et ces deux groupes ont un pronostic complètement différent. Le groupe rouge évolue très bien. Voilà, le groupe bleu, c'est une surmortalité de 50%, c'est un retard de réveil, etc. Donc, le groupe bleu, c'est sans doute l'effet de la sédation, mais peut-être aussi d'une agression inflammatoire, notamment, sur ces réflexes, sur ces structures du tronc cérébral. Et on a développé depuis
ce concept de défaillance du tronc cérébral, c'est-à-dire le tronc souffre, sans doute la sédation révèle ça ou l'aggrave peut-être, et ça concourt à la surmortalité parce que le tronc cérébral, et puis au retard de vigilance, parce que le tronc cérébral, c'est la vigilance, mais aussi c'est le contrôle neurologique des fonctions vitales. Et là, je reviens à la question de Stein. C'est un examen neurologique assez grossier qu'on a, du moins grossier, c'est l'étude des réflexes, le cornéen, le cœlocéphalogire, le photomoteur, la grimace. C'est rien de difficile, c'est des examens que vous connaissez et que vous serez amené à faire quotidiennement, régulièrement, et qu'il faudra faire régulièrement chez les patients sédatés. C'est le maître mot de mon topo. Mais peut-être qu'il faut affiner, en fin de compte, l'étude de ces réflexes du tronc cérébral. Sans doute, le pupillomètre, déjà, c'est une avancée. Voilà, on pourrait, à l'envie, peut-être mieux étudier les réflexes ou les fonctions contrôlées par les réflexes du tronc cérébral, mais c'était déjà un point de départ, un examen clinique peut-être informatif. Informatif à la recherche d'un signe de localisation, informatif à la recherche d'une souffrance particulière, informatif pour une évaluation pronostique. Voilà. Et on a fait un travail récemment avec Bertrand Herrmann et Sarah Ben-Ghanem chez les patients Covid, où on met en évidence que ces anomalies du tronc, les réflexes du tronc chez les patients profondément sédatés Covid est associée aussi à des retards de réveil, à des déliriums et peut-être à une surmortalité. Donc oui, je suis d'accord avec toi, il faut examiner les patients sédatés profondément de réanimation. On le fait quotidiennement, nous, chez les patients cérébrolésés, parce que la lésion cérébrale primaire peut évoluer, donc l'examen neurologique peut se modifier, et puis on est obligé de les sédater souvent pour le contrôle de l'HTLC. Mais cette façon de faire, ceci doit être adapté, appliqué aussi à nos patients non cérébrolésés primitivement, et qui sont profondément sédatés, notamment pour un SDA, parce qu'ils sont à un risque d'avoir une lésion cérébrale. Et puis, voilà, un accident vasculaire, comme je vous l'ai dit, ou hémorragique, mais aussi, ils sont à un risque de dysfonctionnement neurologique et notamment du tronc cérébral qui peut-être aura des conséquences graves sur l'évolution. Voilà. Excellent. C'est très court. Passionnant. Passionnant. Bonne soirée à tout le monde. Vous êtes libre et à très bientôt et en tout cas à la semaine prochaine. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Ciao.